Bonjour. Chose promise, chose due, nous allons maintenant nous intéresser à la cryptographie. Ou plus exactement, nous allons parler de cryptologie. Même si cette vidéo s'éloigne du sujet du deep learning, on verra plus tard qu'il peut exister un lien entre les deux disciplines. Dans cette vidéo, nous allons parler principalement de l'histoire de la cryptologie, depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la cryptologie ? Pour faire simple, il s'agit d'une science des messages secrets. Elle est composée de deux disciplines, la cryptographie, visant à protéger des messages, c'est-à-dire à les rendre inintelligibles aux yeux de ceux qui n'en sont pas les destinataires, et la cryptanalyse, qui est la discipline qui cherche à casser les codes secrets. D'ailleurs, pour continuer à parler de vocabulaire, en cryptographie, on ne dit pas décrypter des messages, mais plutôt déchiffrer des messages. Le décryptage est le fait de retrouver le message dont on n'est pas le destinataire, c'est donc plutôt un terme utilisé en cryptanalyse. Commençons par le commencement. L'écriture naît aux alentours de 3300 ans avant Jésus-Christ. Quelques siècles après, vers moins 1900, c'est au tour de la cryptographie de faire son apparition. À cette époque, et pendant très longtemps, on n'a utilisé que des méthodes très simples pour chiffrer des messages, si bien qu'il était très facile de les décrypter. Et c'est pourquoi la stéganographie, c'est-à-dire l'art de cacher des messages, était aussi très employée. Par exemple, une des méthodes de stéganographie employées à l'époque de la Grèce antique consistait à tatouer un message sur la tête d'un esclave et attendre que ses cheveux repoussent avant de l'envoyer vers le destinataire. Il suffisait alors de le retondre pour récupérer le message. Mais revenons-en à la cryptographie. Les premières méthodes étaient des chiffrements par transposition ou par substitution. Un chiffrement par transposition consiste simplement à réarranger les lettres du message en clair dans un certain ordre. Pour déchiffrer le message, il faut savoir comment ont été permutées les lettres afin de les réarranger dans le bon ordre. Un exemple de chiffrement par transposition nous vient de la Grèce antique. Ils utilisaient un bâton de bois appelé cytale, autour duquel ils enroulaient un morceau de cuir ou de parchemin. Le message est écrit sur ce morceau enroulé, et une fois déroulé, le message est illisible, sauf si on possède un bâton de la même circonférence. Un chiffrement par substitution consiste à remplacer chaque lettre par une autre lettre. Dans l'Antiquité, on avait des chiffrements par substitution monoalphabétiques, c'est-à-dire que deux lettres identiques dans le message en clair sont chiffrées par la même lettre. Pour faire comme à l'époque et pour ne pas trop se compliquer la vie, on va supposer que l'on n'a pas d'accent, pas d'apostrophe, et qu'il n'y a pas de différence entre majuscules et minuscules. Dans cet exemple, tous les E deviennent des H par exemple, tous les L deviennent des O, les R deviennent des U, etc. Un exemple de ce type de chiffrement est le chiffrement de César, qui consiste simplement à décaler les lettres du message de 3 crans dans l'alphabet. Ainsi, un A devient un D, un B devient un E, etc. Évidemment, ces deux méthodes sont très faciles à casser. Retrouver le bon message ne demande pas beaucoup d'efforts. Pour le cas de chiffrement par substitution monoalphabétique quelconque, on peut notamment faire ce que l'on appelle une analyse fréquentielle. C'est une méthode datant du IXe siècle qui consiste à compter le nombre d'occurrences d'un symbole et de le comparer à la fréquence d'apparition des symboles de l'alphabet. Plus le message est grand, plus la probabilité d'obtenir les bonnes lettres est grande. Avec un petit peu de tâtonnement, on peut aisément retrouver le message originel. Prenons un exemple concret. Voici un message chiffré par substitution monoalphabétique. La lettre la plus commune en français est la lettre E. On peut donc commencer par supposer que la lettre H du chiffré représente un E, puisqu'elle apparaît 63 fois, ce qui est beaucoup plus que pour toutes les autres lettres. On pourrait continuer ainsi et voir quelles sont les lettres suivantes les plus communes, c'est-à-dire le A, le I, le S, le T, le N, le R, etc. Mais le message n'étant pas assez grand, cela ne marcherait probablement pas très bien. Au lieu de ça, on va s'intéresser aussi au bigramme, c'est-à-dire l'ensemble de deux lettres consécutives. On peut alors remarquer que les bigrammes les plus fréquents sont UH et HU. Or, on sait déjà que le H se déchiffre par un E, donc ce sont des bigrammes communs contenant E.
Les seuls bigrammes communs qui ont cette particularité sont ER et RE. Donc on peut en conclure que les U se déchiffrent par des R. UD fait aussi partie des bigrammes les plus fréquents, et U se déchiffre par R. Or, le bigramme le plus fréquent commençant par R est RA, si on ne compte pas RE puisque E a déjà été trouvé. Donc, D se déchiffre par A. Et là, certaines parties de mots ressortent. Par exemple, on a VERA quelque part, et le V est une des lettres les plus fréquentes. Le seul mot qui peut correspondre est sera, car fera ou gera sont beaucoup moins probables. Donc le V se déchiffre en S. À ce niveau-là, on peut commencer à deviner des mots et donc le processus de décryptage s'accélère. Notamment, on peut voir le mot sacré, qui nous indique que le F se déchiffre en C. On peut aussi voir le mot adversaire, qui nous donne 3 lettres supplémentaires. Le reste est assez facile à décrypter, donc voici plutôt le texte final. Cette technique de cryptanalyse était suffisante pour déchiffrer à peu près n'importe quel message chiffré jusqu'à la fin du XIVe siècle. C'est à ce moment-là qu'ont été inventés les chiffrements par substitution polyalphabétique, où une lettre dans le texte en clair peut être chiffrée par différentes lettres en fonction de sa position dans le message. Par exemple, un des chiffrements polyalphabétiques les plus connus est celui d'Alberti, créé en 1467, ou encore celui de Wigner, créé en 1553 par Giovan Battista Bellaso. Ce dernier a pourtant été attribué à Blaise de Wigner, qui a publié la méthode en 1586. Ces méthodes de chiffrement avaient la particularité de nécessiter une clé de chiffrement. Je vais donner maintenant plus de détails sur le chiffrement de Wigner. Une fois la clé choisie, par exemple prenons le mot chat, il faut la placer sous le message en clair et la dupliquer autant de fois que nécessaire, puis réaliser un décalage dans l'alphabet en fonction de la lettre de la clé se trouvant juste en dessous de la lettre en clair. Par exemple, le C est la 3e lettre de l'alphabet. On réalise donc un décalage de 2 lettres dans l'alphabet, car la lettre A correspond au cas où on ne change pas la lettre. H est la 8e, on fait donc un décalage de 7 lettres, etc. Cette méthode de chiffrement a été plutôt robuste, car elle est restée invaincue pendant les 3 siècles qui ont suivi, ce qui lui a valu la réputation d'être indéchiffrable. En effet, les méthodes de cryptanalyse classiques, comme l'analyse fréquentielle, ne marchent pas. C'est en 1863 que Friedrich Kaczynski publie une méthode permettant de déchiffrer le chiffrement de Wigner, même si cette méthode avait apparemment déjà été découverte indépendamment par Charles Babbage en 1846. En fait, il suffit tout d'abord de trouver la taille de la clé. Pour cela, on doit repérer dans le texte chiffré des répétitions de lettres. Ces répétitions sont principalement dues à des répétitions dans le texte en clair qui se superposent avec les mêmes morceaux de clés. Cela signifie notamment que les répétitions sont espacées d'un multiple de la taille de la clé. En trouvant plusieurs répétitions de lettres, on peut donc en déduire la taille probable de la clé. Ici, on a des répétitions de mots espacées de 55 lettres et de 150 lettres, donc la taille de la clé vaut 5. Il reste alors à séparer le texte en 5 groupes, en regroupant toutes les lettres espacées de 5 caractères, et de faire une analyse fréquentielle sur les 5 groupes. Un autre fait important de la fin du XIXe siècle est le principe de Kerckhoffs, énoncé en 1883, qui nous dit qu'un bon chiffrement doit rester indéchiffrable même lorsque l'attaquant connaît entièrement son fonctionnement. La sécurité d'un algorithme de chiffrement ne doit reposer que sur la sécurité de la clé de chiffrement. Aussi, avec les chiffrements par substitution polyalphabétique, sont apparus des aides mécaniques sophistiquées pour la cryptographie et la cryptanalyse. Il existait déjà depuis un moment des disques de chiffrement, dès l'invention des chiffrements polyalphabétiques, mais plus récemment, dans les années 20,
des machines à rotor ont été construites, dont la plus connue est la machine allemande Enigma. Cette machine était configurable à souhait à l'aide de rotors que l'on pouvait mettre dans différentes positions et de câbles que l'on pouvait brancher de différentes manières. La machine réalisait alors une substitution polyalphabétique assez simple, mais la clé de chiffrement, c'est-à-dire le réglage des rotors et des câbles, est très grande. Le nombre de configurations possibles varie selon les modèles d'appareils, mais une machine Enigma standard possède environ 159 millions de combinaisons, ce qui rend la recherche exhaustive de la clé presque impossible. Toutefois, c'est au cours du deuxième conflit mondial qu'Alan Turing développe une machine appelée la bombe cryptographique britannique à Bletchley Park, qui est une amélioration d'une invention du Polonais Marian Rejewski. Cet appareil a permis de décoder de nombreux messages allemands, donnant un avantage certain au camp des Alliés. Un autre chiffrement moins connu, aussi utilisé par les Allemands, se nomme le chiffrement de Lorentz. Celui-ci est aussi important car pour le déchiffrer, les Alliés ont dû mettre au point le premier ordinateur programmable électronique et numérique, appelé Colossus. Tout ceci a permis à l'informatique de se développer et de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. En particulier, le développement des ordinateurs a permis non seulement de créer de nouvelles façons de faire de la cryptanalyse, comme nous avons pu le voir, mais aussi de nouvelles façons de faire de la cryptographie, plus rapide et plus sécurisée. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que les algorithmes de chiffrement opéraient sur des alphabets. Mais avec l'avancée des ordinateurs numériques, ce sont les calculs sur les nombres qui sont plus pratiques à réaliser. Il était donc tout à fait naturel de transformer les messages en nombres, et plus particulièrement dans un langage binaire. Alors le mot binaire veut juste dire qu'il n'existe que deux chiffres que nous pouvons utiliser, le 0 et le 1. Pour transformer un nombre binaire en nombre décimal, on va faire l'analogie avec notre système d'écriture décimale. Prenons le nombre 1337 par exemple. On vous a sûrement appris au primaire qu'on pouvait décomposer ce nombre en milliers, centaines, dizaines et unités. On a donc 1337 égale 1 millier plus 3 centaines plus 3 dizaines plus 7 unités, ou autrement dit, 1337 est égal à 1 fois 1000, plus 3 fois 100, plus 3 fois 10, plus 7 fois 1. Est-ce que vous voyez apparaître un certain pattern ? On a tout simplement les différents chiffres de 1337, accompagnés de puissances de 10 successives. Et bien pour un nombre binaire, c'est la même chose, mais avec des puissances de 2 au lieu de 10. Par exemple, ce nombre binaire vaut 1 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 5, plus 0 fois 2 puissance 6, plus 1 fois 2 puissance 7. Ce qui est égal à 1, plus 2, plus 4, plus 0, plus 16, plus 32, plus 128, ce qui vaut 183. Un nombre binaire à un chiffre, 0 ou 1, est appelé un bit. Généralement, on regroupe les bits par 8, et on appelle ça un octet. Un octet a donc une valeur comprise entre 0 et 255. Puis, un kilo-octet vaut 1000 octets, un mégaoctet vaut 1000 kilo-octets, etc. Pour transformer un texte en nombre binaire, on a juste à choisir une valeur numérique pour chaque caractère et concaténer le tout, c'est-à-dire qu'on colle les morceaux bout à bout. Il existe un tableau appelé ASCII, qui est une norme informatique de codage de caractères. Par exemple, le A majuscule est la 66e entrée du tableau, donc représentée par le nombre 65, puisque le tableau commence à 0. Et en binaire, cela vaut 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tous les caractères de cette table tiennent dans un octet. On peut donc coller bout à bout des octets pour en faire un message. Et c'est comme ça que la cryptographie moderne fonctionne. On a en entrée des nombres binaires, des clés en binaire, et en sortie des nombres binaires eux aussi. On a juste à effectuer des calculs sur ces nombres pour obtenir le résultat. Je ne vais pas détailler, ni même citer tous les algorithmes qui existent en cryptographie, car il y en a vraiment beaucoup trop. Par contre, on pourra en voir quelques-uns et voir quelles problématiques sont liées à leur utilisation.
Notamment, parlons d'abord d'un chiffrement en apparence parfait, celui du masque jetable. Le principe est assez simple. On prend une clé aléatoire, aussi grande que le message, et on fait une opération appelée XOR entre le message et la clé. Le XOR est juste une addition modulo 2, c'est-à-dire une addition en binaire sans la retenue, ou encore, comme son nom l'indique, un OU exclusif, ce qui signifie soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Ainsi, 0 XOR 0 égale 0, 0 XOR 1 égale 1, 1 XOR 0 égale 1, et 1 XOR 1 égale 0. Pour chiffrer donc, on XOR le message et la clé, et pour déchiffrer, on prend le message chiffré et on le XOR avec la clé. Le XOR étant associatif, c'est-à-dire A XOR B XOR C égale A XOR B XOR C, égale A XOR B XOR C sans parenthèse, on peut donc faire le calcul dans le sens que l'on veut. Et alors, message XOR clé est égal à message XOR clé est égal à message XOR 0 égale message. Ce chiffrement est parfait dans le sens où une personne qui intercepte le message chiffré et qui n'a pas la clé n'a aucun moyen de retrouver le message d'origine. Par contre, l'inconvénient est que cette technique du masque jetable nécessite d'utiliser une nouvelle clé à chaque fois, d'où son nom. En effet, si on utilisait la même clé 2 fois à la suite, des attaques existent qui permettent de récupérer les messages en clair. Sauf que générer des clés aussi longues que des messages est très coûteux, et partager le secret nécessite de mettre en place des transports de clés physiques qui demandent une logistique complexe. Même si de nombreux algorithmes sont nés avec l'avènement des ordinateurs numériques, certains sont devenus plus populaires que d'autres. Notamment, en 1977, un algorithme devient le standard américain en termes de chiffrement et prend le nom de DES, pour Data Encryption Standard. Cet algorithme a été approuvé par la NSA, l'Agence nationale de la sécurité américaine, ce qui a boosté sa notoriété, et il a par conséquent été adopté par beaucoup à travers le monde. Il restera un standard pour assez longtemps, et il reste aujourd'hui utilisé par certains alors qu'il n'est plus vraiment recommandé. En effet, la taille de la clé secrète est de 56 bits. Comptons le nombre de clés possibles qu'il peut exister. Le premier bit peut être un 1 ou un 0, on a donc deux choix. Pareil pour le deuxième bit, ce qui nous fait pour l'instant un total de 2 x 2 égale 4 choix pour les deux premiers bits. En répétant ce raisonnement 56 fois, on obtient que le nombre de clés possibles est 2 x 2 x 2, etc. 56 fois. C'est-à-dire 2 puissance 56, ou encore ce grand nombre. Le problème est que la puissance des ordinateurs a considérablement augmenté. Selon la loi de Moore, le nombre de transistors par microprocesseur double tous les 2 ans. Cette loi empirique a été jusqu'ici vérifiée, même si elle risque bientôt de ne plus l'être, car la miniaturisation ne peut pas être sans fin. Toujours est-il que la puissance de calcul d'aujourd'hui est telle que 2 puissance 56 possibilités, ce n'est pas suffisant pour garantir la sécurité de données importantes. On considère qu'aujourd'hui, il faut des clés d'au moins 80 bits, voire 128 bits si on veut vraiment garantir la sécurité des messages. C'est pourquoi un nouveau standard a dû être choisi en 2001 et son nom est l'AES, pour Advanced Encryption Standard. Cet algorithme semble plus résistant et utilise des clés de 128, 192 ou 256 bits, ce qui permet d'adapter le niveau de sécurité que l'on veut donner à un message. Aujourd'hui, cet algorithme est toujours le standard, et même si des attaques théoriques existent, aucune ne semble faisable en pratique. Il nous reste tout de même un problème à régler. Comment communiquer la clé secrète à son interlocuteur ? Pour répondre à cette question, il a fallu créer un tout nouveau domaine de la cryptographie. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant fait partie du domaine de la cryptographie symétrique. Si Bob veut envoyer un message à Alice, il faut qu'ils aient chacun la même clé secrète qui sert à chiffrer un message ou à le déchiffrer. Et ce nouveau domaine de la cryptographie, c'est la cryptographie asymétrique, aussi appelée cryptographie à clé publique. Cette méthode, publiée en 1976 par Diffie et Hellman, consiste à créer une paire de clés
de telle sorte qu'on puisse chiffrer des messages avec la clé publique, mais que l'on ne puisse déchiffrer les messages qu'avec la clé privée. Ainsi, si Bob veut envoyer un message à Alice, il chiffre son message avec la clé publique d'Alice, et Alice le déchiffre avec sa clé privée. Cette méthode nécessite l'utilisation d'une fonction à sens unique, c'est-à-dire une fonction qui est facile à évaluer dans un sens, mais difficile à inverser. Et ce genre de fonction n'a été trouvé que 2 ans plus tard, en 1978 donc, par Rivest, Shamir et Adelman, qui proposèrent alors un algorithme sous le nom de RSA, leur initiale. Et la fameuse fonction à sens unique est assez simple. Il s'agit de la factorisation. En effet, il est très facile de multiplier 2 nombres premiers entre eux. Par contre, à partir d'un grand nombre, dont on sait qu'il est le produit de 2 grands nombres premiers, il est très difficile de trouver ces 2 nombres. Et là, on pourrait se demander à quoi peut bien servir la cryptographie symétrique, puisqu'on peut envoyer des messages de façon sécurisée et sans avoir à transmettre de secrets grâce à la cryptographie asymétrique. Le problème, c'est que c'est lent, ou en tout cas beaucoup plus lent que la cryptographie symétrique. Mais une solution consiste à utiliser les 2 domaines de la cryptographie conjointement. Si Alice et Bob veulent communiquer, il faut d'abord que Bob transmette une clé privée grâce à l'algorithme RSA avec la clé publique d'Alice. Alice peut déchiffrer cette clé grâce à sa clé privée, et puisque nos 2 protagonistes sont en possession de la même clé privée, ils peuvent maintenant communiquer de façon sécurisée grâce à l'AES par exemple. Évidemment, le domaine de la cryptographie est bien plus vaste et complexe que ce que j'ai pu raconter jusque-là, mais ce sont des bases suffisantes pour aborder des sujets plus complexes dans de prochaines vidéos. Et notamment, le but de ces vidéos est de pouvoir décrire le lien qu'il peut y avoir entre le deep learning et la cryptographie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager sur les réseaux que vous utilisez. Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez être au courant de la sortie de mes nouvelles vidéos, et cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. Merci pour votre attention et à la prochaine.